Tout ce qui mène au tombeau ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. Alors nous avons le plaisir de parler avec Martin, qui va nous parler des minéraux, et notamment de la grande carrière de Saint-Nabor-aux-Trottes. Si j'ai bien compris, il fait partie de l'association ASSAM, l'association strasbourgeoise des Amis des Minéraux à Strasbourg, regroupant des gens dont c'est la passion. Voilà, donc... On regroupe aussi les amateurs de fossiles. Ah, très bien, d'accord. Ouais. Mais bon, on n'a pas dit minéralogie et paléontologie. Hein. Oui, mais actuellement, c'est surtout la minéralogie, mais l'ancienne présidente, malheureusement décédée, c'était la paléontologie, les fossiles. Très bien, d'accord. Ouais. Et alors, on se demandait pourquoi certaines personnes s'intéressent aux minéraux. Alors, la nature intéresse les gens. Bien sûr, elle est la source de tout ce dont on a besoin, se nourrir, se chauffer, construire des maisons. Mais la nature a toujours fasciné les gens par la beauté de ses expressions et les paysages, mais aussi les plantes, les animaux. Parce qu'ils sont spectaculaires, ils nous interpellent, ils sont beaux à observer. Pensons aux rives d'une rivière, même à Strasbourg, avec sa végétation luxuriante, et le ballet des libellules, hein, qui sont des fois merveilleuses. Oui. Donc tous les êtres, les expressions de la nature, ce sont aussi les paysages, les montagnes, les Alpes sont merveilleuses. Notamment par le fait qu'elles sont bien couvertes de végétation, hein, c'est un défaut de l'Himalaya, ou même des montagnes rocheuses, d'avoir un couvert végétal moins présent. En plus, donc les êtres de la nature, vus de près, les animaux, les plantes, sont de tout temps intéressent les grands esprits. Hein, on pense à Goethe qui faisait la collection de minéraux et donc il s'y intéresse et les fleurs c'est connu, hein, il y a beaucoup de magasins de fleurs à Strasbourg et les minéraux sont eux aussi des êtres de la nature qui sont un peu moins connus et prisés des gens parce qu'ils ne sont pas vivants, qu'on les ramasse pas si facilement que des fleurs, mais on les trouve là où il n'y a pas la végétation. Moi j'avais une question, c'était parle-nous des carrières. Quelle est la définition ? Alors j'aurais dû préparer à l'avance, mais je vais quand même pouvoir répondre. Les carrières, ce sont a priori c'est à ciel ouvert. D'accord. Oui. Alors, en fait, il y a pas les mines, c'est plutôt souterrain, mais en fait, c'est pas une définition exacte tout à fait. Ça dépend aussi du matériau exploité. D'accord. Donc, les carrières, c'est des creusements à ciel ouvert. Oui. Bien souvent dans la montagne, ce qui facilite le creusement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On n'est pas obligé de creuser d'abord, oui, voilà, puisqu'on entaille. D'accord. Mais des fois, c'est pas trop petit, hein, il ne s'agit pas d'une affaire, ça fait quand même au moins quelques mètres jusqu'à plusieurs centaines de mètres, des fois de 1 kilomètre. D'accord. Et on y exploite plutôt des roches, parce que si on y exploite des minerais dont on tire un métal, ça devient des mines. D'accord, c'est la différence. Là. Donc il n'y a pas seulement la nature du creusement, s'il est souterrain ou à ciel ouvert, mais il y a aussi le matériau extrait, la nature du matériau. D'accord. Donc les carrières, vous en avez en forêt noire, dans les Vosges, hein, puis c'est plus facile d'avoir des carrières en montagne, mais vous avez aussi la carrière de sable de Lingolsheim. Ça va comme ça ? À Strasbourg, vous avez la carrière de calcaire à Wasselonne, une carrière à chaud. Il y a toujours une carrière à Dallenheim, à chaud,
Avec le calcaire, ils fabriquent de la chaux qui sert à faire des revêtements sur les maisons. D'accord, très bien. Euh, Et on avait parlé de la carrière de la cathédrale aussi. Ah oui, alors Oui. la cathédrale, le grès dont elle est constituée est extrait d'une carrière. Donc, une est surtout à Soultz-les-Bains. D'accord. Donc ouais. la carrière abandonnée de Soultz-les-Bains est très visible et grande. Mhm. Elle a fourni une grande partie, en tout cas, des pierres en grès de la cathédrale. Donc c'est bien sûr pratique que les matériaux ne soient pas très éloignés. Hein. Oui, Donc oui, on n'a oui. pas fait venir par bateau le grès de plusieurs centaines de kilomètres. On l'a trouvé dans le coin. D'accord, oui. Peut-être qu'il a été amené aussi grâce à la Bruche Ah oui. par bateau. Mhm. J'en sais trop rien. Et donc, les carrières des fois, c'est pour des pierres utilisées dans la construction. Par exemple, la carrière d'Arvigo, dont on parlera tout à l'heure, c'est une carrière qui exploite un gneiss. Le gneiss, c'est une sorte de granit, mais les minéraux sont en lit, au lieu d'être répartis de façon équante. Donc, la carrière de gneiss d'Arvigo, il découpe des grands panneaux. Et c'est utilisé dans la construction. On peut voir à Strasbourg des dalles de gneiss. Je ne vous dis pas qu'elles viennent d'Arvigo. Vous avez aussi des carrières de marbre de Toscane où ils découpent à la scie d'immenses panneaux de marbre. Oui. Au passage, ils doivent prélever quelques blocs pour qu'on sculpte des statues. Voilà, oui. Donc c'est un magnifique marbre. Mhm. Mais vous avez des carrières comme celle de Saint-Nabor, qui sera l'objet de l'exposé, ou de Raon-l'Étape, qui se trouve... Saint-Nabor, hein, c'est près d'Aubernay, et au pied du mont Saint-Odile. En fait, on dit Saint-Nabor-aux-Trottes, parce que la carrière s'étend sur les deux communes. Ah, d'accord. Et donc, la carrière de Saint-Nabor, comme l'ancienne de Schwarzbach-près-Vich, si vous connaissez dans la vallée de la Bruche. Non. Non. Près de Vich, il y a le petit village. Vich, c'est dans la vallée de la Bruche, pas très loin de Schirmeck, D'accord. ouais. entre Molsheim et Schirmeck. D'accord. Il y avait une très grande carrière d'une roche qui ressemble à celle à Saint-Nabor et à Raon-l'Étape dans les Vosges. À Raon-l'Étape, elle est toujours exploitée, alors qu'à Saint-Nabor, l'exploitation a plus ou moins pris fin. D'accord. ouais. À Raon-l'Étape, l'exploitation est toujours en plein cours. Ces roches à Saint-Nabor et Raon-l'Étape sont exploitées pas en tant que matériaux, pas de construction, mais en tant que petits blocs qui servent beaucoup à la construction des routes et des voies de chemin de fer. Hein, vous savez que les routes consomment beaucoup de matériaux en petits cailloux, Ah, puisque oui. une route, ça ne se résume pas à une couche de goudron. Hein. D'accord. ouais. C'est une construction aussi, une route. Et Yeah. je me posais la question par rapport aux minéraux. Comment ils se constituent en fait? Comment ils se créent en fait ces minéraux? Alors, il y a les minéraux constituent les roches. Ce sont les matériaux constitutifs des roches. Par exemple, le grès de la cathédrale, il est en quartz. Ah oui. Ce sont des grains de quartz, mais qui ont été redéposés à la suite du démantèlement de roches primitives. D'accord, oui. Hein, vous avez entendu parler de l'orogénèse hercynienne, non? Non. En fait, les grès des Vosges et de la cathédrale, il s'agit de reliefs démantelés par l'érosion durant des millions d'années. Il s'agissait d'une chaîne de montagnes très très haute, plus haute comme l'Himalaya, qui existait il y a des centaines de millions d'années dans le coin. Et les grès sont donc dus au démantèlement des roches dites primitives qui constituaient ces montagnes et qui ont été redéposées par les cours d'eau sur des épaisseurs considérables et qui ont reformé des roches. On parle de roches métamorphiques. D'accord. Hein, ce ne sont pas des roches d'origine, ce sont des roches ouais. formées par le démantèlement de roches primitives. D'accord. Et notre question, c'était... Oui, c'était par rapport à la création des minéraux. Comment ils se constituent? Alors, les minéraux, on va se dire qu'ils se constituent par solidification de magma. Mhm. Vous savez que les laves issues, on va dire, des profondeurs de la Terre, Mhm. elles se solidifient et se refroidissent, constituant des roches volcaniques qu'on trouve en très grande quantité dans le Décan au nord-ouest de l'Inde, mais aussi dans le Massif central. Et donc, il s'agit de laves solidifiées. Donc, les matériaux atomiques constitutifs sont beaucoup la silice, c'est-à-dire de l'oxyde de silicium,
accompagnés d'ions accessoires comme le calcium, le potassium, le sodium, le fer, le Cuivre. Alors, le cuivre, ce sont des éléments beaucoup plus rares et qui ne sont pas constitutifs de roche. Et heureusement, parce que si les cuivres étaient constitutifs de roche ou l'argent ou l'or, ils seraient tellement disséminés qu'on pourrait quasiment jamais les exploiter. La nature fait bien les choses, les métaux dont on a besoin ne se mélangent pas aux roches, mais ils constituent des filons à travers les roches. Ce qui fait qu'il y a des concentrations très importantes et que c'est très pratique de les exploiter. Hein, parce que quand la teneur est trop faible, il y a plus d'or dans les roches que dans les filons d'or. Seulement, cet or ne peut pas être extrait. Non. Parce qu'il faudrait broyer des quantités hallucinantes de roches. D'accord. Donc la nature, le bon Dieu, si vous voulez, fait très bien les choses. Les éléments dont on a besoin, les métaux essentiellement sont toujours en filons. Et ne sont pas... ils forment des filons où leur teneur est très importante. D'accord. Et donc, on en était à la constitution des minéraux. Oui. Donc, les minéraux des magmas puis des roches sont formés donc des éléments chimiques du magma, c'est-à-dire l'oxyde de silicium, le potassium, le sodium, le fer, l'aluminium, le calcium aussi. Il n'y en a pas un très grand nombre. Ce sont des éléments chimiques qui sont en haut du tableau périodique et qui sont pas très variés. Hein. Je vous en ai dit 6 ou 7, je suis pas loin du total. Donc encore une fois, le cuivre, l'étain, l'or, le molybdène, le tungstène, tout ça, ce sont des accidents en filons ou en amas dans les roches. D'accord. Ouais. J'ai une question, c'est quoi les éléments en haut du tableau périodique? Voilà. Alors le tableau périodique, c'est du Mendeleïev, un russe. Là, ils étaient bien vus à cette époque. Qui a rangé tous les éléments chimiques dans un tableau. Il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Et dans une même colonne, il y a des ressemblances de comportements chimiques. Par exemple, le sodium et le potassium ont des comportements chimiques un peu voisins. Le potassium étant quand même plus volumineux. De même, alors, le sodium et le potassium sont des alcalins. Par contre, le calcium ou le barium ou j'en oublie, sont des alcalinotéreux. C'est la deuxième colonne à droite, ils ont des propriétés chimiques qui se ressemblent. Et ensuite, plus à droite, arrivent les métaux de transition, qui constituent les métaux au sens où on l'entend, hein, parce qu'en fait, le potassium, le sodium sont aussi des métaux. Mais il faut les conserver dans l'huile. Parce qu'à cause de l'oxygène atmosphérique et de l'eau atmosphérique, ils entrent en réaction chimique avec l'eau ou l'oxygène. D'accord. Il faut les conserver dans l'huile. Oui. Mais vous avez donc les métaux, donc les minéraux, qu'est-ce que c'est? On était à la constitution des minéraux des roches. Donc les roches sont formées d'un petit nombre de minéraux à base de silicium et d'oxygène qu'on appelle la silice, plus quelques éléments chimiques peu nombreux, dont j'ai cité le sodium, potassium, fer. Le fer est un métal de transition qui, par contre, est assez abondant dans les roches. Oui. C'est un peu une exception, c'est différent du cuivre. Mais on n'extrait pas le fer des roches, même s'il est en grande quantité dans les roches. D'accord. On l'extrait aussi de filons ou d'amas. Ah d'accord, oui. Et donc, ces quelques minéraux qui forment les granites, hein, la roche de base constitutive des roches tout au fond de la croûte terrestre, c'est le granit. Ils sont peu nombreux. Il y a donc les feldspaths, le mica noir, le mica blanc, le quartz. Accessoirement, ce qu'on appelle des amphiboles ou des pyroxènes. Et ces quelques minéraux que je viens de vous citer comportent un petit nombre d'éléments chimiques, dont je rappelle qu'il y a la silice et le silicium et l'oxygène, le tout formant la silice, le sodium, le potassium, le calcium. La liste n'est pas exhaustive, mais aussi le fer. Hein, le fer, c'est... Et donc, ces minéraux sont en immense quantité dans la croûte terrestre et forment ces roches telles que le granit. Et alors, les autres, ces roches primitives peuvent donner à d'autres par démantèlement. On a vu que les granites vont se démanteler et donner des grès.
Vous avez un autre type de roche, ce sont les roches calcaires. Alors celles-là sont à base du minéral calcite qui est un carbonate de calcium. Dans un rêve suspendu au milieu des rizières, j'avançais vers l'inconnu, l'amour en bandoulière. Comme un mendiant, devant un diamant. Toi, tu m'avais reconnu dans ce palais de verre. Je cherchais la clé perdue, j'ai trouvé la lumière. Comme un mendiant. Devant un diamant. Dans un rêve suspendu au milieu des rizières, mon cœur et ma joie à la boutonnière. Comme un mendiant. Devant un diamant. Comme un mendiant. Devant un Dans un rêve suspendu au milieu des rizières, mon cœur et ma joie à la boutonnière. Mhm. J'avais une autre question. En fait, quelle est la différence entre les minéraux et puis les pierres précieuses telles le diamant, les émeraudes et tout? Quelle est cette différence? Alors les pierres précieuses, diamants, émeraudes, il y a aussi rubis, Rubis, oui. saphir, Saphir, ouais. sont tout simplement des minéraux particuliers. D'accord. Alors pourquoi ils intéressent tellement l'homme? Ils sont très beaux, surtout quand on les taille. Des fois, mais vous-même les taillez pour qu'ils soient portés en bijoux. Mhm. Hein. Et ils sont aussi très durs et très résistants. D'accord. Ce qui veut dire que quand on les porte en bijoux, ils vont durer très 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 longtemps parce qu'ils ne se rayent pas. Oui. Ils ne sont pas abîmés par la vaisselle. Oui, voilà. Oui. Vous avez des minéraux plus beaux, aussi beaux que le diamant a un éclat merveilleux. Mhm. Il faut le tailler d'une façon correcte, hein, ce sont des professionnels. Oui. Le rubis, l'émeraude,
Ils sont rares. Ils se trouvent être rares. Mhm. S'ils étaient communs, peut-être qu'on s'y intéresserait moins. Oui. Et ils sont très durs, très résistants chimiquement. Et donc, de tout temps, les hommes les ont recherchés et exploités pour les monter généralement sur des bijoux. Mhm. Quoique le diamant a une utilisation industrielle très importante, Mhm. puisque c'est le minéral le plus dur qui soit. Oui. Et donc, on l'utilise pour couper ce qu'il y a de plus dur. On le met sur les rubans des scies Oui. ou de disques. Oui. Et ainsi, on coupe assez facilement des pierres les plus dures. C'est clair, oui. Donc, Oui, le oui. diamant, la grande majorité des diamants extraits a une application industrielle. Mais il y a les diamants gemmes, les plus beaux, qui sont beaucoup moins nombreux que les diamants moins beaux. Mhm. Et ceux-là, on en fait des bijoux. Mhm. Après leur taille dans des régions spécialisées comme la Comme Anvers aussi. Anvers, Oui, voilà, Anvers. Anvers. Oui. Oui. hein. Et donc, il faut dire au passage qu'on sort beaucoup plus de diamants à l'heure actuelle qu'il y a quelques siècles, puisqu'on a multiplié les gisements au Canada, en Yakoutie, en Australie, parce qu'avec les méthodes modernes de détection, on découvre quand même de nouveaux gisements. D'accord, oui. C'est pour ça qu'il y a soudain aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie de pétrole. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Il y a 50 ans, on vous annonçait la fin du pétrole pour bientôt. C'est clair, oui. Aujourd'hui, les Russes viennent de mettre au jour d'immenses gisements dans l'Antarctique. Le Brésil est très riche en pétrole sur ses côtes, puisqu'on l'exploite sous la mer. Mhm. Et je ne vous parle pas de la Norvège et même de la Grande-Bretagne, qui sont devenus des puissances économiques grâce au pétrole. Mhm. Alors le diamant, Et ça fait partie des minéraux ou alors, c'est, ce sont c'est quelques minéraux, Ah d'accord, oui. mais en tout et pour tout, il y a environ 2000 espèces de minéraux. Ah, Mais les minéraux vraiment répandus constituant les roches sont en tout petit nombre. d'accord, oui. Je vous ai cité, je vous ai cité leurs éléments constitutifs. Je vais maintenant plus citer le nom des minéraux qui sont des combinaisons d'éléments chimiques. Mhm. Alors, il y a le quartz, Mhm. les feldspaths orthoses et plagioclases, les micas noirs et blancs, Mhm. les amphiboles. Les amphiboles sont des silicates. Alors, silicate, c'est un minéral à base de silice, et la silice étant du silicium oxydé. Donc, les amphiboles. Alors, amphiboles, c'est un groupe de minéraux. Alors, les amphiboles comprennent la hornblende, l'actinote. Il y a aussi les pyroxènes qui sont constitutifs des roches, donc en grande quantité au bilan de la planète Terre. Alors, comme pyroxène, on peut citer le diopside, le diopside. Et les micas aussi sont en grande quantité au niveau global constitutifs des roches. Alors, les micas, ça doit vous dire quelque chose. Oui. Oui, mica c'est- blanc, mica noir. C'est un peu brillant comme ça. Hein. Oui. On les met sur les montres des fois. Non, Le mica blanc a l'éclat de l'argent. C'est très très beau. C'est très beau, oui. Il se coupe en lamelles très fines. On dit qu'il est clivable. Mhm. Il a aussi d'autres propriétés intéressantes. Il résiste à la chaleur, ce qui fait que des fenêtres de fourneaux ne sont pas une vitre. Une vitre, c'est de la silice, Mhm. mais une feuille de mica. Ah d'accord, oui. Il a un grand usage industriel, le mica. Ah oui, À Madagascar, on trouve des cristaux de mica qui atteignent 1 mètre de long. d'accord, oui. Et qu'est-ce que vous pensez des bienfaits des pierres? Alors, est-ce que vous y croyez pas? Alors, Al-Azam et moi, on est assez aux antipodes de cette vision des pierres. Il y en a D'accord, qui s'y intéressent qu'à cause de ça. Ah, d'accord. Vous avez une petite boutique à Strasbourg, je ne sais pas trop nommer le quai. Il s'appelle Gaïa, qui vend une toute petite boutique. Oui, je pense qu'ils vendent aussi à Nature et Découverte des pierres. Hein, non? Oui, alors il y en a qui croient à ça, il y a des livres. Mais alors, à l'ASAM, à l'Association Strasbourgeoise de minéralogie, on n'est pas du tout dans ce créneau. Je mais comprends. une fois, une personne est venue pour ça, à notre bourse annuelle qui vend et expose des pierres. Il a fait des affaires dingues avec un pendule. Ah oui, Et plus tard, il a reçu une lettre de la présidente qu'il fallait qu'il s'en aille. oui, je comprends.
Il y avait peut-être un peu de jalousie au passage. Voilà, oui. Dans les marchés, C'est clivant. dans les marchés aussi, il y a beaucoup des choses comme ça. Ah bon? Ah oui, 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 au marché de Noël, c'est un grand classique. On trouve des gens qui vendent de l'énergie en pierre. Voilà, il faut dire que c'est plus porteur économiquement que la pierre qu'on admire. Hein. Donc les minéraux, il y a donc on a vu qu'au niveau de volume ou poids, ils sont représentés au niveau de la constitution de la croûte terrestre par un petit nombre de minéraux et un petit nombre d'éléments chimiques. Mhm. Mais chaque mois, on découvre environ 6 minéraux nouveaux. Il faut savoir Chaque parce année. qu'il y a des laboratoires qui se consacrent à ça dans le monde. Ah, Et il suffit d'une pièce, d'une fraction de micron pour faire un nouveau minéral. ah, très bien. Il faut juste le savant capable de le voir. Ah oui. Vous avez des noms très biscornus. Alors, les noms des minéraux, diamant, rubis, émeraude, c'est ancestral. Souvent, on ne sait pas d'où ça vient. Mm. Mais aujourd'hui, pour vous en donner une, comment ça s'appelle? Il y a un minéral qui a été baptisé l'hafmite, trouvé récemment. Ah bon. Vous savez pourquoi? Parce Non. qu'il y a l'Association française de minéralogie, de microminéralogie. L'Association française de microminéralogie s'appelle l'AFM. Ah, d'accord. Ok. Et ils l'ont baptisé AFMIT, parce que c'est un membre de leur association qui l'a découvert. Enfin, Ah, il l'a d'accord, découvert ouais. et l'a fourni au laboratoire. D'accord, oui. Parce que dans votre maison, vous n'allez pas caractériser un nouveau minéral avec vos ustensiles de cuisine. Mais il y a des fois, c'est consacré au nom d'une personne. Par exemple, la goethite. Ah. C'est un minéral facile à trouver en Vosges-Forêt-Noire, même à Marlenheim. Mhm. Et vient du poète allemand Goethe, Oui, qui était collectionneur de minéraux. d'accord. Vous avez des fois des noms de régions, la brasilianite. D'accord, oui. Vous avez des... Alors ensuite, on peut parler de la catégorie chimique des minéraux. Mhm. Si vous prenez l'émeraude, c'est un silicate de beryllium. D'accord. Si vous prenez le diamant, c'est du carbone pur. Mhm. Il brûle comme le charbon. Mais c'est une forme de carbone. Pour donner du diamant, il faut des conditions dans la nature très rares, de très haute température et très haute pression. Oui. Par contre, le carbone pur qu'on appelle graphite Mhm. est aussi pas si commun, mais est beaucoup moins cher que le diamant. Mhm. On en trouve des gros blocs à Sainte-Marie-aux-Mines et on en faisait les mines du crayon. D'accord, oui. Hein. Alors, je vais parler des minéraux. Oui, les différents noms. qu'on Ouais. leur Alors, donnait, oui. donc, je vous ai donné l'émeraude, c'est un silicate. En silicate, vous pensez oxyde de silicium. À beryllium, le diamant, c'est du carbone pur. Le rubis et le corindon sont le rubis et le saphir sont le même minéral. Ah, très bien. Ah, oui. Ils ont la même constitution chimique, sauf que pour l'un, le saphir, les impuretés le rendent bleu, alors que pour l'autre, le rubis, les impuretés le rendent rouge. Oui. Mais il s'agit simplement d'oxyde d'aluminium, D'accord. rien d'autre. Mais les atomes sont tellement compactés dans ces deux pierres précieuses que bien que l'aluminium et l'oxygène soient légers, le rubis et le saphir sont assez lourds. D'accord, oui. Vous y voyez les conditions de pression très fortes qui ont fait se tasser les atomes très fort. D'accord, oui. Et a-t-on oublié une pierre précieuse? Rubis, saphir, diamant, émeraude. Émeraude. On a peut-être oublié une ou deux. Topaz. Non, Alors, il y a le pas. topaz C'est fait quoi, partie de la catégorie des pierres semi-précieuses. Ah, semi-précieux. Alors, les pierres semi-précieuses sont assez rares, sont très spectaculaires. Mhm. Elles ne seront pas aussi parfaites pour l'installation sur des parures, des bijoux. Elles seront plus fragiles. Elles ont un très bel éclat. Il faut aussi les tailler. Alors, la topaze. Vous avez aussi l'améthyste, le quartz violet, qui est une pierre semi-précieuse, si vous voyez. Oui. Pas très rare, l'améthyste. Si vous en trouvez dans les Vosges ou en Forêt-Noire, vous en trouverez le prochain week-end. Hein. D'accord, oui. Mais les belles améthystes... Il y a aussi une question de qualité des pierres semi-précieuses ou précieuses. Les plus belles émeraudes du monde viennent de Colombie. Ah oui. La Colombie, c'est la Mecque de l'émeraude, avec ses trafiquants et ses crimes. Mais curieusement, en Colombie, les émeraudes se trouvent dans des roches d'aspect charbonneux, qui est tout à fait unique. Ah oui. Et les diamants sont dans les kimberlites, c'est-à-dire des cheminées volcaniques souterraines. Mhm.
Et les rubis et les émeraudes sont dans des... c'est un peu plus compliqué à dire, hein, là. Alors, on était dans la constitution chimique des minéraux. Des minéraux, oui. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des revues scientifiques sur les minéraux, justement? Parce que vous parliez du fait que chaque année, il y en avait des nouveaux. Alors, tout à fait. En France, c'est une revue bimensuelle qui paraît tous les 2 mois, qui s'appelle Le Règne minéral, D'accord, qui est oui. consacrée aux minéraux. Aux minéraux, Et oui. vous avez aussi la revue Minéraux et Fossiles, qui est aussi un bimensuel. Je D'accord, crois oui. qu'elle paraît toujours. Oui. Les Allemands avaient une revue appelée Lapis. Mhm. Lapis veut dire pierre, hein. Oui. Ouais. Comme lapis lazuli, non? Ça veut Oui, pas- voilà, oui, lapis oui, lazuli, c'est un minéral d'ailleurs, oui, voilà, bleu. oui, oui. Alors, les Allemands, alors là, soit dit au passage, la revue Lapis existe depuis environ l'année 1970 et était un mensuel. D'accord. Alors, les Allemands sont une puissance économique, ont des gens qui ont de bons revenus, donc ils ont pas mal d'amateurs de minéraux, puisque ceux qui s'intéressent à la nature, aux minéraux, sont plus dans les pays bien riches. Oui, occidentaux. Les autres ont Mhm. d'autres chats à fouetter, je Oui, dirais. oui. Il faut récolter le riz. Mhm. Donc les Allemands avaient leur revue bimensuelle Lapis depuis les années 1970. Chaque mois, elle paraissait, mais à partir depuis très peu, elle ne paraît plus que tous les 2 mois. D'accord. Alors là, vous voyez l'effet de mode. Il se trouve que l'attrait des sciences naturelles, qu'il s'agisse des minéraux ou des champignons, baisse actuellement depuis des années et des années. Ah bon? Oui. Quand j'étais petit à Strasbourg, au rayon minéralogie dans les librairies de Strasbourg, je trouvais au moins 5 livres. Mhm. Aujourd'hui, si j'en trouve 1 ou 2, je suis content. Oui. Alors ça, c'est un peu mystérieux pourquoi les gens s'intéressent moins aux champignons ou aux minéraux, pourquoi les clubs ont moins de membres dans les grandes villes. C'est pas très clair, mais ça peut être lié à l'ère du temps ou à l'ère de l'informatique qui intéresse plus les gens Oui. que d'observer béatement la nature. Ça va revenir. Oui, On en a besoin. oui. D'être dans la nature et tout, ça fait du bien. Oui. Donc, Et il y a une revue mondiale aussi Alors, où il n'y a pas vraiment de revue mondiale. Par contre, les grands pays scientifiques modernes, comme les États-Unis, ont des revues célèbres. Ah, oui. Je pense à la revue Mineralogical Record. C'est un bimensuel en américain, Mhm. en anglais, hein, Mhm. qui a un peu une vocation internationale. C'est-à-dire, la revue Lapis est polarisée sur les gisements d'Allemagne, Autriche, Voilà. Allemagne, Autriche, Suisse, l'espace alémanique, beaucoup les Alpes. Mais pas seulement. Les Allemands ont beaucoup de minéraux sur leur territoire en dehors des Alpes. D'accord. Ils ont déjà de nombreuses zones minières. L'Allemagne a énormément de filons dans les monts métallifères Erzgebirge, dans le Harz, au nord de l'Allemagne, dans la forêt de Bohême, dans la forêt noire. La forêt noire, comme les Vosges, est riche en filons métallifères, mais aujourd'hui plus exploitée. Sauf qu'en forêt noire, il y a toujours une mine exploitée depuis plusieurs siècles, qui est la mine Clara. Actuellement, vous pouvez vous y rendre, vous payez environ 10 €, ils vous laissent fouiller Ah, d'accord. dans les déblais. Ah, Ils oui. ne vous laissent pas rentrer dans la mine, hein. Ah, oui, oui. Parce qu'il y a des histoires d'assurance aussi. C'est un peu dangereux. Oui. Et donc, on en était où? Oui, on parlait des revues scientifiques. Alors, américaines. Mineralogical Record, Ouais. c'est donc la revue bimensuelle américaine. Mhm. Il y a d'autres revues qui va s'intéresser non seulement aux gisements d'Amérique, Mhm. mais qui a une vocation internationale. D'accord. C'est-à-dire, ils ont parlé il n'y a pas très longtemps des calcites de Fontainebleau dans la région parisienne, Ah oui. où le roi Louis XV allait chercher des calcites. Oui. Ah, ouais. Autrefois, les nobles, la noblesse, même les gouvernants, le clergé aussi s'intéressait beaucoup aux minéraux. Ah oui, oui. Le plus grand minéralogiste du monde, c'est un abbé français D'accord. qui s'appelle Haüy, H-A-U-Y-. C'est le fondateur de la minéralogie moderne. D'accord, ouais. Alors, je vous dis au passage rapidement comment il a fait. Il a cassé un cristal de calcite. Il a constaté que, quelle que soit la forme des cristaux de calcite, il récoltait toujours un petit rhomboèdre, c'est-à-dire un espèce de parallélépipède à losange. Et il récoltait toujours la même brique. Mhm. Et il s'est mis à se dire que tous les cristaux de calcite étaient construits avec cette brique. D'accord. ouais. Bien qu'il ne pouvait pas voir son stade ultime avec les yeux, Oui.
puisque les yeux ne vont pas au-delà d'un cinquième de millimètre. Il a théorisé qu'on pouvait continuer à casser et qu'il donnerait toujours la même forme, et qu'à la fin, il obtenait la molécule intégrante, qui est devenue la maille élémentaire pour les minéralogistes modernes. Donc il a imaginé la brique atomique par un raisonnement. Par un raisonnement, oui. Un raisonnement de suite décroissante. D'accord, oui. Donc là, Cocorico, hein, le très grand minéralogiste de tous les temps, c'est un abbé français. Ah oui, dans les années de la Révolution. Il n'a pas été guillotiné, contrairement à Lavoisier. Ah, voilà. Lavoisier était un très grand chimiste, mais on l'a guillotiné. Ah. Et donc les minéraux, donc la science, on était parti sur la science des minéraux. Oui. Hein. Donc la France et l'Allemagne aussi peuvent s'enorgueillir d'avoir eu les fondateurs de la minéralogie moderne. Les Américains ont été leurs élèves, et même les Russes. Les Français étaient vraiment en pointe en minéralogie, mais aussi les Allemands. Les Allemands étaient très motivés par la minéralogie à cause de leurs mines très considérables, qui sont une des bases de la puissance allemande. Puisque si vous voyez ce que sont les monts métallifères entre la Bohème et... les monts métallifères sont entre la Bohème, en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, et la Saxe. D'accord. Avec une ville comme Dresde. Vous voyez Dresde? Oui. Ben là, il y a une chaîne de montagnes un peu moins haute que les Vosges, mais qui était prodigieuse en filons, d'argent. D'accord, oui. Mais vous avez aussi le Harz. Le Harz, c'est un massif hercynien comme la Vosges-Forêt-Noire, donc très ancien, qui se trouve tout au nord de l'Allemagne. D'accord, oui. Donc là, elle a fourni aussi beaucoup de mines. Vous avez les mines de Forêt-Noire, mais même les mines de... Harz, Mont Métallifère, Erzgebirge, Schwarzwald, Forêt-Noire, Harz. Donc les Allemands étaient très poussés à s'intéresser aux minéraux. Ils faisaient des collections, des musées, ils avaient des savants, Werner, c'était un grand savant, et ils ont même fourni des savants à la France. Par exemple, comme ils avaient beaucoup de mines, ils étaient très calés en exploitation minière. Et ils ont exporté leurs savants des mines et de minéralogie vers la France. Vers la France, oui. Les mines du Dauphiné étaient gouvernées par un Allemand. Ah, d'accord. Et donc là, on parlait de la minéralogie. On était dans les minéraux aussi. Donc l'immense majorité des espèces sont tout à fait insignifiantes en quantité et en importance économique, puisque chaque mois, des savants dans le monde entier, dans les pays riches, en fait, parce qu'il y a des domaines de recherche plus prioritaires que de découvrir de nouveaux minéraux, mais les pays riches, opulents, et vous savez, qui vont faire la recherche fondamentale, et les nouveaux minéraux, c'est la recherche fondamentale. Oui. Et ils sont payés pour trouver de nouveaux minéraux. Oui, il y en a certains qui constituent les smartphones, non? C'est pas... Je me rappelle plus. Alors les smartphones, minéraux, je m'y connais pas trop, mais il y a des terres rares. Et oui, il y a des terres rares, du lithium dans les piles. Oui, c'est ça. Alors le lithium est un objet de recherche très important actuellement à cause des batteries. Oui. Et on va le sortir de la nappe phréatique d'Alsace en grande quantité. Les labos de Strasbourg mettent au point des filtres. Donc il est à très faible teneur. D'accord, oui. Et par exemple, l'Institut Charles Sadron à Strasbourg est en train de mettre au point des filtres pour le récolter. Ah, tiens. Et il y a aussi le lithium dans les roches et les minéraux, ça existe aussi. Par exemple, au Portugal, ils ont des mines de lithium. Alors là, c'est des minerais, des minéraux dans des carrières ou des mines. Alors, on les appellera mines parce que l'objet de l'exploitation, c'est du lithium. Donc ça devient une mine, même si elle a ciel ouvert et que ça a l'aspect d'une carrière. D'accord. Et donc actuellement, c'est le lithium. Alors il y a le lithium dans les minéraux, les roches. Donc d'anciennes pegmatites où on jetait le lithium. Alors les minéraux de lithium, il y a le mica à lithium par exemple, mais aussi un silicate à lithium qui s'appelle le spodumène. Donc c'est très recherché actuellement, les minéraux de lithium, mais aussi le lithium à l'état dissous dans les eaux de la nappe phréatique. D'accord. Okay. Et alors, on a parlé du smartphone. Alors là, il faudrait que je m'intéresse de plus près. Il y a les terres rares. Alors les terres rares, ce sont des métaux qui ont des propriétés extrêmement voisines. Il y en a une douzaine.
on dit terres rares plutôt que s'intéresser aux éléments particuliers des terres rares. Alors, je sais qu'il y a le praésodime. Ils sont regroupés dans une seule case du tableau périodique. D'accord, oui. Et ils sont très stratégiques pour on va dire les smartphones, et eux aussi sont recherchés. Et dans l'actualité, vous entendez parler de découverte de nouveaux gisements de terres rares, que ce soit en Chine, au Japon. Et c'est devenu un groupe de métaux très stratégique, comme le lithium. Oui. Et donc, vous voyez que des métaux qui n'étaient pas très intéressants dans le passé changent complètement de statut. Oui. Le lithium, les terres rares. Et donc, on est prêt à même le lithium à le sortir, comme il est quand même pas tellement abondant sur la croûte terrestre. On fait de gros efforts pour le sortir, pour l'exploiter quand il a des teneurs faibles. D'accord, oui. Oui. Et donc, on était au lithium et aux terres rares, les minéraux. Il y a des hommes qui me donnent en vous promettant la lune. Il y a des hommes qui sont doux, mais moi, je les veux fous. Celui qui voudra m'offrir une rivière, il pourra se prendre à mon cou. Il faudra qu'il ait d'élégantes manières et beaucoup de sous. C'est tout ce qu'il faut pour me plaire. Un petit diamant tout bleu, c'est bien plus joli qu'un ciel bleu. Et je dirais oui au premier milliardaire qui voudra bien se ruiner. Benkara. Bague au doigt. Noir, bleu, blanc, rouge, des fabuleux joyaux, voilà ce qu'il me faut. À ceux qui me disent, tu sais combien je t'aime, moi je réponds tout simplement. Offrez-moi d'abord de l'or et des diadèmes, et je vous croirai quand je les aurai essayés. Un joli saphir, c'est mieux que le plus romantique des aveux. Je veux tout à moi les bijoux de la terre pour me laisser adorer. Celui qui saura m'aimer comme une reine, il pourra se prendre à mon cou. Pour me faire la cour, ce n'est pas un problème, il lui suffit de me recouvrir de bijoux. Un petit diamant tout bleu, c'est bien plus joli qu'un ciel bleu. Une femme amoureuse, ça vaut des diamants, diamants, diamants. Diamants. Pour me séduire, les diamants.
Un mot rapide sur les fentes alpines. Dans les Alpes, qui sont des paysages merveilleux, mais assez pauvres économiquement dans l'ensemble, puisque ça a beau être très beau. Non, pas comme ça. Ça a beau être très beau pour les touristes actuels, ou les skieurs, ou les randonneurs l'été. Dans le passé, c'était des régions assez pauvres, lieu d'émigration, parce qu'il n'y a pas trop de surface cultivable. C'est joli les forêts, mais les fonds de vallée, ça ne fait pas beaucoup de place. Et donc, les gens insistaient sur le fromage, l'élevage extensif de bovins, guider les touristes l'été pour faire des ascensions, à l'époque où il n'y avait pas trop les sports d'hiver. Et les gens sont un peu désœuvrés et ils ont été frappés par la beauté de leur production, qu'il s'agisse des fleurs. Les fleurs des Alpes sont magnifiques, elles ont des couleurs hallucinantes. Le bleu, il y a une petite gentiane bleue, un bleu fabuleux. Je vous conseille de voir ça un jour sur place. Ils ont aussi remarqué des très beaux minéraux qu'ils trouvaient, qui les fascinaient, dans des fentes assez irrégulières qui affleuraient le long des versants, des parois, et qui recelaient des grands cristaux de quartz. Alors le quartz, ce sont des prismes hexagonaux qui atteignent 10-20, dans des cas exceptionnels, 50 cm, transparents. Alors c'est un prisme hexagonal coiffé d'une pyramide hexagonale. La pyramide étant en phase avec le prisme, c'est-à-dire il n'y a pas de décalage. D'accord. Hein? Okay. Si vous regardez l'église de Lingolsheim, c'est un prisme carré, une pyramide carrée décalée. D'accord, oui. Donc le quartz, c'est un prisme hexagonal coiffé d'une pyramide hexagonale, non décalé, transparent, incolore, mais souvent fumé dans les Alpes. Fumé veut dire comme les lunettes de soleil, et c'est très beau. On peut trouver des verres de lunettes de soleil. Oui. Alors les quartz fumés, certains atteignant un demi-mètre. Alors la zone d'élection des plus beaux quartz des Alpes, c'est le massif du Saint-Gothard, là où naissent les grands fleuves d'Europe. Il y a d'ailleurs une coïncidence qui semble pas due au hasard. Les grands fleuves d'Europe naissent là où il y a les superbes quartz. Il s'agit du Rhône, du Rhin qui part de pas loin. Et donc les gens du coin, donc ils s'intéressaient pas mal à leurs cristaux. Ils allaient les chercher activement en montagne. Ils étaient déjà guides au 19e siècle. Alors ils étaient à la fois guides et on les appelait des cristalliers dans les zones francophones et des Strahler dans les zones alémaniques. Alors Strahler vient du fait que les faisceaux de quartz évoquent des rayons. Et Strahl, c'est le rayon. D'accord. Et donc, par exemple, il y a une découverte fabuleuse, bien documentée vers l'année 1865, dans un glacier proche du glacier du Rhône, le Tiefengletscher, où pendant des semaines et des semaines, ils sont allés récolter des quartz fumés qu'ils avaient trouvés dans une immense grotte, des quartz de 100 kilos, qu'on admire au musée de Genève ou de Berne. Et alors, à côté des quartz, il n'y a pas que le quartz. Alors, la beauté des quartz des fentes alpines suisses, autrichiennes, mais aussi françaises, le massif du Mont Blanc est célèbre pour ses quartz, mais aussi le Dauphiné. Et on en trouve même un peu dans les Pyrénées. Les quartz sont magnifiques individuellement, ils peuvent être assez gros. Alors, ils atteignent 10, 20, 30, 50 cm. Vous verrez qu'à Saint-Nabord, ça dépasse difficilement 1 cm. D'accord, oui. Et ces quartz sont disposés d'une façon un peu aléatoire. C'est-à-dire, c'est un peu comme des Mikado. Ils sont en eux-mêmes très symétriques, mais un peu mis de façon désordonnée. Et ce contraste est très beau. Ah oui, d'accord, oui. C'est un peu comme si vous mettiez des fleurs un peu pas bien embouquées. Voilà, c'est ça, oui. Et à côté des quartz, donc les quartz, c'est le minéral magnifique. Vous pouvez l'admirer dans les bijouteries des villes du centre de la Suisse, comme Berne ou Thun, parce que les bijoutiers s'en servent beaucoup de leurs quartz locaux pour y placer leurs bijoux. D'accord, oui. Donc ces quartz sont vraiment magnifiques. C'est le minéral roi des fentes alpines, le quartz. D'accord. Alors il est souvent incolore, mais il peut être fumé et magnifique. Les quartz fumés, c'est vraiment merveilleux.
Plus rarement améthyste, hein, mais ça existe aussi. Et puis il y a des minéraux qui accompagnent le quartz, comme des agréments du quartz. Alors il s'agit de l'adulaire, donc c'est une forme d'orthose qui est extrêmement répandue dans la constitution des granites ou des gneiss. Mais elle a recristallisé sur les parois des fentes alpines, qui sont des fissures dans la roche, parce que la roche existait avant les fentes alpines. Elle s'est cassée, s'est fracturée à cause des mouvements tectoniques. Des fluides de l'eau ont envahi les fentes alpines. On dissout les minéraux autour, constitutifs des roches, et puis ces éléments chimiques ont reprécipité en cristaux libres, tapissant les fentes. Alors, les cristaux qui tapissent les fentes ont la même constitution chimique globale que les cristaux qui constituent la roche autour, mais ce sont de nouvelles espèces souvent, pas le quartz. Le quartz est abondant dans la roche constitutive des montagnes, et il recristallise en quartz, parce que le quartz de la roche n'est pas en cristaux. D'accord. Et il recristallise en quartz. Mais dans la roche, il y avait aussi du potassium, du calcium, du sodium, de l'aluminium, du fer. Et ces éléments chimiques recristallisent en tapissant les cavités sous forme de nouveaux minéraux qui ne constituent pas la roche, qui sont par exemple l'épidote, qui forment des petits prismes verts et qui constituent des tapis de rue rappelant l'herbe. Oui, voilà. Constitue l'épidote, l'adulaire, qui est cette fameuse orthose si abondante dans la constitution des roches, mais en cristaux libres d'une forme spéciale. On appelle ça un habitus. C'est pas tout à fait la même forme que les cristaux d'orthose constitutifs des roches. Alors vous avez l'adulaire, je disais à l'instant l'adulaire, l'épidote. Oui. Et alors on va dire un mot sur un minéral fabuleux des fentes alpines, extrêmement prisé, qui a atteint des prix pharaoniques. Il s'agit de la fluorine rose. Alors la fluorine, c'est un fluorure de calcium, donc un sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium, qui est abondant dans les filons des Vosges ou de Forêt-Noire, tous les filons du Massif central, dans les Pyrénées, dans les montagnes métallifères allemandes. Qui est même ce qu'on appelle une gangue, c'est-à-dire un stérile qui accompagne les minerais métalliques. Mais ce stérile était longtemps rejeté, la fluorine, parce qu'on n'en faisait aucun usage. On trouvait ça joli, les mineurs devaient ramasser des bouts pour décorer chez eux, mais on n'en faisait aucun usage industriel. D'accord. Ouais. Mais l'époque moderne s'y est intéressée, soudain, parce que ça constitue un fondant pour la métallurgie, c'est-à-dire pour fabriquer l'acier. On a besoin d'un fondant qui est la fluorine. Ah, d'accord. Elle abaisse les points de fusion des... D'accord, oui. Excusez-moi vous déranger. C'est pas grave. Stéphane, il est pas là. Non, il est pas. Ah, il était là avant. Oh merde, il a oublié de charger. Désolé, hein. Pas de quoi. Donc la fluorine, soudain, au 19e siècle, a connu un très grand intérêt. On l'a récoltée dans les déblais des anciennes exploitations de métaux, dans les Vosges, en Forêt-Noire. Et on l'exploite activement maintenant. La fluorine, on en trouve beaucoup en France, dans le Massif central, elles sont merveilleuses. Alors, dans les Alpes, les fentes alpines, puisque c'est de ça qu'on parlait, la fluorine est assez rare. Mais elle constitue des cristaux fabuleux, octaédriques roses, qui atteignent quelques centimètres rarement, et même d'une couleur rouge vif. Et il n'y a pas plus cher que la fluorine rose dans les échantillons des fentes alpines. Ah, d'accord. Ouais. Alors, dans le Mont Blanc, le musée de Paris, de l'école des mines devenue Paris Tech, a grâce au mécénat d'une compagnie pétrolière, fait l'acquisition d'un quartz fumé fluorine rose du Mont Blanc. Ils ont payé ça à un prix de l'ordre de 50 000 €. Ah oui. Donc, le cristallier parisien qui l'a récolté a fait une bonne affaire. Oui. Parce qu'il a ramassé un caillou, il le revend 50 000 €. Et donc la fluorine rose, c'est un minéral fabuleux en octaèdre rose, mais rose tournant vers le rouge fraise. D'accord, oui. Qui est trouvée dans le massif du Saint-Gothard et le massif du Mont-Blanc. Hein. Mais elle est vraiment assez rare. Mais alors, c'est le minéral roi des fentes alpines. Bah, je pense que je vais changer de métier, moi. Pourquoi? Bah, tu peux, hein. Je te donne le nom du monsieur. Hein. Mais c'est quand même difficile de gagner sa vie en faisant ça. Et ils prennent des sacrés risques. Et ça doit être des sacrés alpinistes. Oui. Ils sont alpinistes cristalliers.
Et donc, on a parlé de l'épidote, de la fluorine rose, du quartz, de l'adulaire. Vous avez aussi les éolites. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Ce sont des minéraux incolores, des silicates, donc à base de silicium, oxygène, plus des éléments comme les alcalins et alcalinotéreux, calcium, sodium, potassium, mais qui ont des fois des éclats nacrés sur certaines faces fabuleuses. Ah oui, Alors, à Saint-Nabord, on en trouve. d'accord, ouais. Ok. En fait, sans me vanter, c'est moi qui l'ai découvert. Ah, Ouais. tiens. Alors, elle s'appelle le landite, la chabazite, la stilbite. Alors, le pays d'élection des éolites, c'est le Décan dans le nord-ouest de l'Inde, où ils ont beaucoup de carrières dans le gneiss, puisqu'ils ont défriché toute leur forêt, et il leur reste plus que les pierres pour faire des constructions. D'accord. Et là-bas, les cavités qui ne s'appellent pas fontalpines, Mhm. parce que ce sont des bulles, à l'origine, des bulles de gaz dans les laves. D'accord. La fontalpine a une forme capricieuse, irrégulière. D'accord, oui. Et donc, dans les cavités des carrières de basalte des Indes, qui sont plutôt globuleuses, c'est surtout des éolites. Il y a très peu de quartz, il n'y a pas d'adulaire, il n'y a pas de fluorine, il n'y a pas d'épidote. Mhm. Alors, les éolites, donc, se trouvent en quantité pas trop importante dans les fontalpines. Ce sont des minéraux incolores qui peuvent atteindre 1 ou 2 cm. Alors on va dire c'est un peu terne incolore, mais elles offrent facilement des faces nacrées, D'accord, oui. donc d'un très vif éclat merveilleux. Oui, ça doit être beau. Oui. Alors j'ai fait oui, Mhm. j'ai pas fait un tour exhaustif des minéraux des fontalpines, mais j'en ai cité un bon nombre. Mhm. Alors, on va faire la transition sur la carrière d'Arvigo dans le Val Calanca, c'est-à-dire dans les Grisons, mais tout proche du Tessin, de la ville de Bellinzona. D'accord, oui. C'est une carrière toujours exploitée de gneiss. Donc, le gneiss, c'est un granit où les minéraux sont lités. Mhm. Exploité pour des pierres de construction qui sont sciées polies. On en voit partout dans Strasbourg, les devantures des banques et magasins. J'ai pas dit qu'elle vienne d'Arvigo, mais c'est du gneiss. Et elle est riche en fontalpines, la carrière d'Arvigo. Ce ne sont pas des grandes fontalpines. Les minéraux ne sont pas très grands individuellement. Les cristaux atteignent 2 cm. Donc, ils n'atteignent pas les décimètres des cristaux du Saint-Gothard ou du Mont-Blanc. Mais les fontalpines, ils sont nombreuses. Donc, il est facile d'en trouver quand on y passe. Mhm. Et elles se renouvellent du fait de l'avancement d'exploitation. D'accord. Alors, les cristaux ne sont pas très grands, mais ils sont jolis. Ils atteignent 2 cm. On y trouve le quartz, on y trouve l'adulaire. On y trouve aussi un minéral dont je n'ai pas parlé, des fontalpines, qui forment des fantastiques cristaux en Autriche. Il s'agit du sphène. Alors, le sphène ou titanite, ce sont des cristaux qui rappellent des coins, du point de vue de leur forme. Alors, les coins, ce sont pour fendre les bûches, autrefois, on utilisait un coin et on tapait dessus avec une masse. D'accord, oui. Vous voyez ? Oui. Et donc, l'abbé Haüy, le grand inventeur de la minéralogie, ce n'est pas le seul non plus, Mhm. a mis ce nom sphène à ce nouveau minéral qu'il a baptisé. Mhm. Sphénos voulant dire coin. Ah, d'accord. Et les anglo-saxons l'ont rebaptisé plus tard titanite. Ah, d'accord. Mais le mot sphène est quand même resté. Oui. Mhm. Et le sphène, donc j'en avais pas parlé tout à l'heure, comme constituant des paragenèses. Paragenèse veut dire des minéraux formés ensemble. Mhm. Vous pouvez avoir des minéraux qui sont formés par altération des anciens. Mhm. Alors, les minéraux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des minéraux qui sont formés ensemble pour tapisser les parois des fontalpines, Oui. à partir des solutions. Mhm. Donc le sphène, donc je ne l'avais pas cité, est très présent en Autriche, mais aussi on le trouve aussi en Suisse, un petit peu dans les Alpes françaises, a des cristaux à très vif éclat. Cet éclat vient de la présence de titane. Dont les plus belles expressions sont dans les Alpes autrichiennes. Vous trouvez ça dans les musées du Tyrol Mhm. ou de la région de Salzbourg. Mhm. Donc j'ai rajouté le sphène à la liste des minéraux de fontalpine. Donc à la carrière d'Arvigo, j'y reviens, on trouve facilement du sphène, un petit cristaux cognac, beaucoup d'épidotes,
Alors l'épidote à Arvigo est très 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 présente. D'accord. Ouais. Alors qu'elle est beaucoup plus secondaire dans les fentes alpines de Suisse, d'Autriche et de France. Et on trouve aussi le quartz à Arvigo, mais on trouve un minéral que je n'ai pas cité tout à l'heure, constitutif, c'est la prénite. On trouve beaucoup de prénite à Arvigo, dans la carrière d'Arvigo de Gneiss. Alors, c'est des cristaux tabulaires qui forment des plaquages denses, qui rappellent un peu du verre dépoli et qui ont une couleur crème, des cristaux vitreux. Il s'agit d'un silicate de calcium. Des cristaux vitreux qui ont des fois une très belle couleur jaune. Donc on trouve beaucoup de prénite à Arvigo, du quartz, de l'épidote, des zeolites, du sphène. Alors je vais glisser vers la carrière de Saint. Alors la carrière d'Arvigo est fort connue. D'ailleurs, c'est des fentes alpines faciles à échantillonner puisque vous arrivez en voiture. La direction vous tolère facilement. Peut-être puisqu'elle est exploitée. Donc, il y a des cas. Alors, je vous dis au passage, il y a des carrières qui ont des merveilleux minéraux ou des mines, et la direction vous interdit de les récolter. Ah. Pire, elle dit aux mineurs de les détruire pour que les collectionneurs ne viennent pas le week-end. Ça existe. Et bon. Dans des mines de l'Estérel-Tanneron, vous connaissez au sud de la France ? Non. Le massif des Morts. Ah, d'accord. Ouais. Il y avait des mines de fluorine, la mine de Fonsanté, les mineurs devaient détruire les beaux cristaux de fluorine. C'était d'ailleurs une mine de fluorine, c'était pas une gangue, c'est une mine moderne. Donc à Arvigo, la direction est compréhensive. Bon, ils en tirent un peu profit aussi, ça fait de la pub pour leur carrière. Ensuite, les gens viendront acheter les dalles. D'accord. On n'a pas besoin de faire de longues excursions en montagne, puisque souvent les minéraux, les fabuleuses fentes alpines des montagnes en Autriche, France, Suisse, il faut quelques heures de marche pour y arriver, surtout dans le massif du Saint-Gothard. Dans le massif du Saint-Gothard, il faut monter au-dessus de 2000 mètres. Donc il faut d'abord 4 heures de marche. Alors à Arvigo, on pose sa voiture et hop, on y est, avec quelques outils bien sûr. Puisqu'il faut dire au passage qu'il vaut mieux avoir des outils pour extraire les échantillons, burin et masse. Oui, voilà. Parce qu'ils ne se trouvent pas souvent tels quels. Oui. Il y a plein de gens qui sont passés avant autour. Donc il y a ça aussi. Alors dans la carrière, ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas tellement de collectionneurs. Les collectionneurs ne sont jamais très nombreux, même dans le coin. Et donc, si vous y revenez régulièrement, vous allez mathématiquement être le premier un jour. D'accord. Le problème est plus pour les carrières abandonnées. Ouais. Alors là, effectivement, les anciennes carrières de grès de la cathédrale, j'ai trouvé des minéraux. C'est beaucoup plus difficile de trouver des choses fraîches. D'accord. Ouais. À propos, justement, je réfléchissais à l'espace. Notamment à Mars, avec Curiosity, tout ça. Enfin, je me disais, est-ce que vous pensez que dans l'espace, on va trouver des nouveaux minéraux, Est-ce que vous avez des idées sur ce sujet ? On fait très attention aux roches des nouveaux espaces explorés, la Lune. Les premières missions américaines ont ramené des roches de la Lune pour les étudier, voir si ce sont les mêmes minéraux. Au passage, ils ont regardé s'il n'y avait pas d'organismes vivants. Oui. Ils n'en ont pas trouvé, je crois. Mais ils ont fait très attention à la constitution minéralogique de ces roches. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, pour un avenir assez lointain, mais pas si lointain que ça, on songe à ramener les minerais des astres extraterrestres. C'est peut-être une des raisons de la diminution de la crainte d'épuisement de certains métaux. D'accord. Parce qu'on sait qu'à terme, on ira les chercher peut-être sur Mars ou sur la Lune. Oui, voilà. Oui. Il y a aussi les gisements de fond d'océan, les nodules polymétalliques, qui peuvent faire l'objet d'exploitation, mais ça doit être des technologies extrêmement avancées, parce que pour travailler à plusieurs centaines de mètres de fond dans les océans, il faut vous imaginer une technologie de pointe. Donc on va encore en découvrir alors. Vous qui êtes peut-être moins âgé que moi, j'ai 66 ans, je peux vous dire qu'il y a 50 ans, c'était l'alarme générale, la fin du pétrole, la fin du fer, la fin de... mais depuis, les technologies ont beaucoup progressé et on exploite les gisements qui étaient autrefois tout à fait cachés.
au fond des océans. Le Brésil est devenu un grand pays producteur de pétrole alors qu'il n'en avait pas il y a quelques décennies à cause des gisements au large de ses côtes. La Norvège est un grand producteur de pétrole. Et les Russes viennent de découvrir d'immenses gisements de pétrole dans l'Antarctique. Oui, alors, donc... Et donc, on disait... Oui, on parlait des minéraux dans l'espace. Mais, alors, dans l'espace, donc, c'est moins certain, mais c'est un peu supputé qu'on devrait aller chercher nos minerais sur Mars, sur la Lune, peut-être à des astres plus lointains, tôt ou tard. Mais c'est quand même... On va voir tout ça. J'ai enfants. Oui. J'ai lu qu'il y avait aussi probablement des sources dans des astéroïdes et donc d'aller dans la ceinture de Kuiper, probablement. Ouais. Ouais. Ah, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, on ne sait pas tout ce dont on sera capable dans pas très longtemps. Les smartphones, les frères Bogdanov, vous voyez qui c'est, oui, non ? Oui. Ils ont dit lors d'une émission il y a pas très longtemps que les téléphoner sans les câbles, il faudrait quand même attendre les années 2080. Ils ont dit quelque chose comme ça. Donc on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Mais oui. Vous voyez ? Donc, bon. Et donc, oui. Je propose qu'on clôture doucement l'émission. On est à Oui. plus d'une heure. Là. Voilà, c'est ça. Voilà, alors j'ai fait un peu un essai. On n'a pas parlé de Sanabor. Alors, il faut bien sûr parler moins longtemps d'autre chose. Sanabor, ça serait de dire, c'est comme Arvigo, en plus discret. D'accord. Or, Arvigo est très célèbre chez les collectionneurs allemands, suisses, autrichiens, même français. Et à Saint-Nabor, près de Strasbourg, on avait notre petit Arvigo, mais qui est passé inaperçu. D'accord, oui. Il fallait y regarder de plus près. Ce sont presque les mêmes minéraux qu'Arvigo. Ah, d'accord. Les mêmes, parce que sûrement la constitution globale de la roche est la même qu'Arvigo, bien que la roche n'a pas le même aspect. À Saint-Nabor, c'est une roche foncée. Arvigo, c'est une roche claire. D'accord, oui. Et donc, on a notre petit Arvigo, on a nos fentes alpines, et on ne le savait pas. D'accord. Et alors, avec l'aide de mes camarades de l'association strasbourgeoise d'aminéralogie, j'ai fait des articles sur Saint-Nabor. Ah, très Et bien. j'ai fait quand vous lisez la liste des minéraux, vous pensez à Arvigo. D'accord, Notamment, la prénite est bien présente. D'accord, oui. Donc, on va consulter tout ça, oui. Voilà, donc j'ai fait un essai. Mais je remercie beaucoup Eloa parce que vraiment des très bonnes questions. Merci à toi, Martin. L'indulgence aussi. C'était passionnant, franchement. Ça fait très plaisir. On a beaucoup voyagé. Les pierres précieuses. On a réétudié la chimie là, avec le tableau périodique. Merci Martin. Voilà. C'était passionnant. On a vraiment fait du voyage. Merci beaucoup. Et puis on en sait un peu plus maintenant sur les minéraux, les carrières. Les pierres précieuses, semi-précieuses. Et voilà. Une autre fois, on parlera de Saint-Nabor. Très bien. Parce que là, on n'y est pas arrivé, je crois. Mais vous êtes déjà à Arvigo. Non. Ah oui, Arvigo. Donc, on est vraiment tout près. Voilà. Il n'y a plus qu'à franchir une marche. Voilà. Ce qui mène au tombeau, ici-bas devient beau, fait la mélancolie des gens de mon pays. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. Fini jeunesse embaumée en biode de damnée, sans orgue ni beauté, on s'entend murmurer. Reviens le craintif, boire à cette eau limpide. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime.
si fragiles, on nomme tous nos bœufs immolés, n'y pourront rien changer. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. Regarde princesse mongole, en ombre sur le sol. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. Car rien n'aime cette terre, ni charnier ni prière, seule vit la cruauté au cœur de nos rochers. Je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. À l'inconnu qui m'apaise aux entrailles de braise, je voulais te dire, ne pleure pas caillou, je t'aime. Tu ne vas pas mourir demain. Tu ne vas pas mourir demain. Tu ne vas pas mourir encore. Tu ne vas pas mourir encore.